Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est à propos du plexus brachial. Le plexus brachial, il va être constitué par principalement les racines C5 jusqu'à T1. Il va assurer l'innervation motrice et sensitive du membre, principalement du membre supérieur. Petit rappel que au niveau de la moelle, et donc il y a donc l'association de deux racines, une racine qui est antérieure motrice, une racine postérieure sensitive qui vont se rencontrer avant de sortir par le trou de conjugaison. Donc ils vont former le nerf rachidien qui est mixte et qui va sortir par le trou de conjugaison. Une fois il va sortir, il va se diviser en deux rameaux, un rameau antérieur qui est mixte et un rameau postérieur qui est aussi mixte. C'est principalement les rameaux antérieurs qui vont entrer dans la formation du plexus brachial. C'est pour cela, on va dire, les branches antérieures des racines cervicales C5, C6, C7, C8 et la première racine dorsale T1. Uniquement ici pour vous montrer et à ne pas oublier que l'artère vertébrale, elle monte principalement de l'artère sous-clavière et qu'elle va donc entrer dans le foramen transverse des deux côtés et que généralement cette artère vertébrale, elle va principalement prendre le foramen transverse à partir de la vertèbre C6 et que généralement le nerf, lorsqu'il va sortir et se diviser en deux rameaux, le rameau antérieur il est derrière l'artère vertébrale. Donc le plexus brachial, il va se former principalement de C5 jusqu'à T1, donc regardez, et il va principalement passer, donc lorsqu'il va sortir, les racines, ils vont passer entre deux muscles qui sont le scalène antérieur et le scalène moyen. Donc ils sont derrière le scalène antérieur et devant le scalène moyen. Donc ici, pour vous faire visualiser donc les racines qui sont entre les deux muscles scalène moyen et scalène antérieur. Le plexus brachial, lui, est en forme de sablier. Il appartient généralement à la région supraclaviculaire, donc il va débuter au-dessus de la clavicule. Donc, regardez comment il va sortir entre les muscles scalène moyen et antérieur. Il va puis passer sous la clavicule jusqu'à passer au niveau de la région axillaire, donc sous le bras. Et vous voyez qu'il est en forme de sablier car il sera rétréci au niveau donc clavicule et côte. Et par conséquent, il va s'élargir d'ici, se rétrécir au niveau de la clavicule, puis il va s'élargir au niveau donc axillaire. À remarquer aussi que le plexus va passer au-dessus de l'artère sous-clavière, puis en arrière de l'artère donc sous-clavière. Donc c'est généralement au-dessus, puis derrière. Donc le plexus brachial, en sortant donc entre les deux muscles scalène moyen et antérieur, il va sous la clavicule, comme on a déjà dit, pour atteindre la région axillaire et il va passer alors entre deux muscles, le muscle petit pectoral qui est ici, qui est en avant, et le muscle subscapulaire en arrière. Donc ici, vous n'allez principalement pas le revoir, mais regardez, le subscapulaire, il est presque ici. Donc le
subscapulaire, il est ici et le petit pectoral, il est en avant. Généralement, le grand pectoral va empêcher qu'on peut suivre le plexus. Constitution du plexus brachial. Pour pouvoir former le plexus brachial et savoir comment il va donner ses branches terminales, on va donc passer par plusieurs étapes. Initialement, on va constitutionner les troncs primaires. On a premièrement le tronc primaire supérieur, qui est l'association des deux rameaux ventraux des nerfs C5, C6. Puis le tronc primaire moyen qui est formé par le rameau antérieur de C7, le tronc primaire inférieur de C8 et T1. Chaque tronc va secondairement être divisé en deux branches, une branche antérieure et une branche postérieure. Donc regardez. Ça, c'est les rameaux ventraux des nerfs C5, C6. Donc, les deux nerfs vont se rencontrer pour me donner le tronc primaire supérieur. Les deux derniers, C8 et T1, se rencontrent pour me donner le tronc primaire inférieur. Puis, vous avez le nerf C7, le rameau antérieur de C7 qui va donc continuer pour me donner le tronc primaire moyen. Puis, chaque tronc formé, il va se diviser en deux branches, une branche antérieure et une branche postérieure. Regardez, donc ça c'est le tronc primaire, il va me donner une branche antérieure et une branche postérieure. Le tronc moyen, il va me donner deux branches, une branche antérieure et une branche postérieure. Et le tronc inférieur, lui aussi, va me donner une branche postérieure et une branche antérieure. Les branches postérieures vont se rencontrer pour me donner le faisceau postérieur. Les deux branches antérieures du tronc primaire supérieur et du tronc primaire moyen se rencontrent pour me donner le faisceau latéral. Et le faisceau médian, qui est la branche faisceau médian qui sera formé par la branche antérieure du tronc primaire inférieur. Donc, les trois branches postérieures vont me donner le faisceau postérieur. Les branches antérieures vont me donner le faisceau latéral des deux, des troncs supérieurs et moyens, alors que la branche antérieure du tronc inférieur va me donner le faisceau médian. Alors maintenant, ces faisceaux formés, donc le faisceau latéral, le faisceau postérieur et le faisceau médian, vont me donner des branches terminaux. Notamment, les branches, le nerf musculocutané qui est formé par les racines C5, C6, C7 et qui est branche du faisceau latéral. Le nerf axillaire C5, C6 qui est branche terminale du faisceau postérieur avec le nerf radial de C5 jusqu'à T1. Vous avez le nerf médian qui va provenir des deux faisceaux latéraux et médians et le nerf ulnaire qui est branche du faisceau médian. Un peu pour simplifier ce qu'on a déjà fait, donc regardez, on va prendre les rameaux ventraux des nerfs allant de C5 jusqu'à T1. Les deux premiers vont me donner le tronc supérieur primaire, les deux derniers vont me donner le tronc inférieur primaire et C7 seul va me donner le tronc moyen primaire. Chaque tronc primaire va se diviser en deux branches, une antérieure et une postérieure. Une antérieure et une postérieure. Une antérieure et une... principalement, les branches postérieures vont se rencontrer pour me donner le faisceau postérieur, alors que le faisceau latéral, il sera formé des branches antérieures du tronc primaire et moyen, et le faisceau médian qui sera formé par les branches antérieures du tronc inférieur.
Puis les faisceaux ainsi formés, le faisceau latéral, postérieur et médian vont donc donner les branches terminaux, notamment le musculocutané du faisceau latéral, le nerf ulnaire du faisceau médian, nerf axillaire et radial du faisceau postérieur et le nerf médian qui est l'association du faisceau latéral et médian. Ça, c'est en réalité un peu ce qui se passe et c'est la même chose. Regardez de C5 jusqu'à T1, les racines qui vont 2 à 2 me donner le tronc supérieur, inférieur et le moyen. Puis chaque tronc va se séparer en deux branches antérieures, postérieures, antérieures, postérieures. Les branches postérieures s'en rendent compte pour donner des faisceaux postérieurs. Puis les deux branches antérieures des troncs supérieurs ou moyens me donnent le faisceau latéral et ce qui reste c'est le faisceau médian. Et puis les branches terminaux. On commence par les racines, puis vous avez les troncs, et puis vous avez donc tronc supérieur, moyen, inférieur, puis vous avez chaque branche, chaque tronc qui va me donner la branche postérieure qui est en orange ici. Donc vous voyez ça, donc c'est le faisceau postérieur, et vous voyez que chaque faisceau va me donner les branches terminaux. Ça, c'est l'artère, initialement, ça, c'est la clavicule. Et vous voyez que le plexus, il est en forme de sablier et qu'il est rétréci dans la zone, sous la clavicule. Et voilà la sous-clavière, l'artère. Et regardez comment le plexus, il est de part et d'autre de l'artère sous-clavière. Pour résumer, donc, vous avez la première partie là où il va sortir entre les deux muscles entre les deux muscles scalène antérieur et moyen. Et vous voyez donc la première, la formation des troncs qui va se faire tout juste après leur sortie des muscles scalènes. Puis vous avez les faisceaux qui vont donc apparaître après leur passage au niveau de la clavicule et finalement vous voyez la formation des branches terminaux après leur passage par le muscle petit pectoral. Les branches terminaux, ils vont vers la zone axillaire. Les branches terminaux allant du nerf musculocutané, nerf circonflexe ou axillaire, nerf radial, nerf médian, nerf cubital. Et on va détailler maintenant chaque branche terminale et donc chaque nerf. On commence par le nerf axillaire qui est branche du faisceau postérieur formé des racines C5, C6. Le nerf axillaire, il va innerver trois muscles qui sont le deltoïde, le sous-scapulaire qui est en antérieur et le petit rond en postérieur. Et regardez le nerf axillaire comment il va passer. Il vient donc du plexus pour passer au niveau du sous-scapulaire partie antérieure. Il va sous au niveau de la zone axillaire et regardez comment il va donc passer sous la zone au niveau axillaire. Il contourne là donc avant ça c'est le petit rond en postérieur, donc il a en antérieur, il descend dans le creux axillaire pour tourner en postérieur. Donc regardez afin d'atteindre le deltoïde et le petit rond. Le musculocutané, lui, il provient du faisceau latéral et il est formé des racines allant de C5 jusqu'à C7. Donc C5, C6, C7. Le musculocutané, lui, il va innerver principalement trois muscles aussi. Le biceps, qui est le plus en antérieur. Vous enlevez le biceps et vous allez voir le coracobrachial et le brachial. Donc regardez comment il va venir le nerf. Il va passer donc au niveau donc sous-axillaire aussi. Il va perforer le coracobrachial pour atteindre les autres muscles.
Et ça, c'est un petit résumé. Donc, le nerf axillaire vient du faisceau postérieur qui est formé des racines C5, C6 qui va innerver le deltoïde, le petit rond et le sous-scapulaire. Le musculocutané, provient du faisceau latéral. Il est formé des racines C5, C6 et C7. Il va innerver les muscles biceps, brachial antérieur et le coracobrachial. Et il faut savoir que c'est des nerfs qui sont mixtes, donc moteurs et sensitifs. C'est pour cela ils ont encore un rôle sensitif, surtout l'axillaire pour le moignon de l'épaule, là où vous avez le deltoïde, et le musculocutané pour la face externe de l'avant-bras. Donc, on continue avec le nerf radial. Le nerf radial, c'est donc la plus grosse branche terminale du plexus brachial. Il est un nerf donc mixte, sensitif au moteur. Principalement, son rôle moteur, c'est pour l'extension et la supination. Donc, il est constitué des fibres venant de C6 jusqu'à C1. Nerf de l'extension du coude, poignet et doigt. Nerf de la supination. Donc, on vous schématise un peu ceci, notamment la supination. Le nerf radial, il fait partie du tronc secondaire postérieur et du plexus brachial. Et il est en association avec le nerf axillaire. Regardez, c'est la branche donc mauve au niveau de ce slide. Donc la branche postérieure avec le nerf axillaire, qui se termine principalement donc sous le deltoïde. Il va passer le nerf, il va passer en se dirigeant vers le creux axillaire. Il va passer sous le petit pectoral, le muscle petit pectoral. Donc voilà le creux axillaire et voilà la branche postérieure qui va se terminer avec deux nerfs, le nerf radial et le nerf axillaire. Voilà les deux branches derrière le muscle petit pectoral. Il provient aussi donc du plexus. Donc voilà la branche donc postérieure. On a déjà parlé. Il va passer derrière l'artère axillaire. Voilà. La branche postérieure et il va derrière. L'artère axillaire, donc voilà. De même ici, voilà le nerf radial qui va derrière le petit pectoral. Avec donc le nerf axillaire. Repose sur les muscles sous-scapulaires, le grand rond et le grand dorsal. Donc voilà le grand dorsal, voilà le grand rond et ça c'est le sous-scapulaire. Il va reposer en passant vers la région axillaire. Le nerf radial, il passe derrière l'humérus au niveau d'une région qu'on appelle le sillon du nerf radial de l'humérus, le sillon, donc qui est une région postérieure au niveau de l'humérus. On a dit qu'il va reposer sur trois grands muscles, le sous-scapulaire, le grand rond et le grand dorsal. Il va passer par un petit espace triangulaire, donc c'est un espace triangulaire dont les trois côtés sont le bord inférieur du grand rond, voilà donc le bord inférieur du grand rond, ça c'est le grand rond et ça c'est son bord inférieur.
Le grand chef du triceps, voilà le triceps, le grand chef du triceps, et il me reste l'humérus. Là, le triangle par où va passer le nerf radial. Donc voilà la zone postérieure au niveau de l'humérus, que j'appelle le sillon du nerf radial de l'humérus, au niveau d'une zone qui est la gouttière du nerf radial. C'est la partie postérieure de l'humérus. Il va prendre avec lui l'artère profonde brachiale. Regardez, voilà l'artère profonde brachiale. Il va la prendre avec lui, elle va cheminer en parallèle avec lui et une branche de l'artère brachiale. Parcourt la face antéro-externe du coude. Donc, il va se diriger vers la région antéro-externe. Il va donc comme ça, sous le axillaire, partie postérieure de l'humérus, au niveau de la gouttière du nerf radial. Il se dirige vers l'épicondyle latéral, donc vers la face antéro-externe du coude. Il est recouvert par le long supinateur, ou voilà le long supinateur qui va le couvrir, où il va atteindre la tête radiale, donc la tête du radius de l'os. Il va atteindre cette zone ici et il va se diviser en deux branches. Une branche qui est superficielle, sensitive et une branche qui est profonde. Donc voilà, on vous redessine le trajet. Voilà le nerf donc, radial. Il va passer la partie postérieure de l'humérus au niveau de la gouttière du nerf radial. Donc ça c'est la région postérieure. Quel muscle prédomine au niveau de la région postérieure de l'humérus? C'est principalement le triceps. Regardez, passe entre les chefs du triceps brachial jusqu'à atteindre la partie antéro-externe au niveau de la tête radiale. Il est recouvert par le long supinateur ou le brachioradialis et il va donc au-dessus du long supinateur et à la hauteur de la tête radiale. Il va se diviser en deux branches, une branche superficielle sensitive et une branche profonde motrice interosseuse postérieure. Donc regardez, voilà, il va atteindre la tête radiale où il va se diviser en deux branches. Donc la tête radiale au niveau du pouce, donc, parce que c'est la partie antéro-externe. Ici, parce que la main, elle est en pronation. C'est là que vous voyez que c'est la région interne au niveau de l'avant-bras. C'est principalement à ne pas oublier. Je vous ai mis donc le slide en parallèle pour ne pas oublier qu'il va passer en partie postérieure du l'humérus, atteindre la zone antéro-externe au niveau de l'avant-bras, au niveau un peu donc au niveau de la tête radiale où il va se diviser en deux branches, une branche qui est superficielle sensitive, une branche qui est profonde motrice, que je vais appeler l'interosseux postérieur. Ce nerf dérivé du nerf radial, donc l'interosseux postérieur, il va perforer le court supinateur et il va se terminer au niveau du poignet. Donc, regardez à la hauteur de la tête radiale, il est donc recouvert par le long supinateur. La branche profonde va perforer le court supinateur. Voilà, je perfore le court supinateur. La partie superficielle, elle gagne le dos de la main, notamment les trois premiers doigts. L'interosseux postérieur, lui, donc l'interosseux postérieur, c'est deux racines qui sont le C7 et le C8. Vous voyez bien qu'on va séparer entre le nerf radial et sa branche postérieure profonde, qui est l'interosseux postérieur. Et on va dire que le nerf radial, principalement, va innerver les muscles suivants, notamment le triceps, l'on connaît, le brachioradial, le long extenseur radial du carpe, le court extenseur radial du carpe et le supinateur.
alors que les muscles de l'avant-bras et des doigts qui restent, c'est principalement l'interosseux postérieur, notamment tous les extenseurs, parce que le nerf radial et ses branches, c'est principalement un nerf de l'extension. Les nerfs, donc, au niveau du bras, le triceps et le brachial antérieur, dont une partie est innervée par le muscle cutané qu'on a déjà détaillé avant, et c'est le seul qui est fléchisseur, malgré qu'on a dit que le nerf radial, c'est principalement le nerf de l'extension, et donc tous les muscles doivent être extenseurs. Le muscle on connaît, le muscle brachio-radial, le long et le court extenseur radial du carpe et le supinateur. Donc voilà le triceps, le nerf radial qui passe entre les chefs du triceps. Voilà les muscles donc innervés principalement par le nerf radial, le long extenseur et le court extenseur radial du carpe. Donc le supinateur qui est perforé et l'on connaît. Donc pour l'interosseux postérieur, il va donc couvrir principalement les muscles restants. On va les diviser en deux parties, un plan qui est superficiel et un plan qui est plus profond. Le plan superficiel, c'est principalement l'extenseur commun des doigts. Vous avez l'extenseur du petit doigt, du cinquième doigt. Puis vous avez l'extenseur ulnaire du carpe. Ça, c'est pour la partie donc superficielle. Pour le plan qui est donc profond, vous avez le long abducteur du pouce, le court extenseur, le long extenseur du pouce et le extenseur de l'index. Donc, vous voyez le plan superficiel et le plan qui est profond. Voilà aussi, ça c'est le plan superficiel, notamment l'extenseur commun des doigts, l'extenseur du petit doigt et l'extenseur ulnaire du carpe. Puis vous avez le plan qui est plus profond, notamment donc le long abducteur, le court extenseur, le long extenseur et l'extenseur de l'index. Ça c'est aussi donc, je vous ai divisé donc les muscles en superficiel et en plan profond. Ça c'est principalement les muscles qui seront innervés par l'interosseux postérieur. Donc, on résume un peu. Voilà le nerf donc radial qui va donc chevaucher notamment de la branche postérieure du plexus brachial et il va se diriger vers le creux axillaire, vers la partie postérieure de l'humérus au niveau de la gouttière du nerf radial, et passer entre les chefs du triceps, atteindre la région antéro-externe. Puis il sera donc recouvert par le long supinateur, atteint le radius au niveau de la tête radiale et où il va se diviser en deux branches, une qui est superficielle sensitive et une qui est profonde. Postérieure, c'est l'interosseux postérieur. Voilà donc les muscles seront innervés principalement par le nerf radial proprement et par sa branche donc profonde. Donc voilà, ça c'est donc le territoire donc sensitif du nerf radial, à savoir que c'est principalement la partie postérieure du membre supérieur et non la partie antérieure. Ce qui est en rouge, notamment donc la partie sensitive qui est représentée par la partie postérieure du bras, de l'avant-bras et du poignet. La partie postérieure au niveau de la main, notamment les deux donc au niveau des trois premiers doigts. Il faut savoir c'est que la face dorsale de la première phalange et de la deuxième phalange est moitié de celle de la troisième phalange, donc le moitié. Il faut signaler aussi qu'il y a trois niveaux où le nerf radial a un risque élevé d'être lésé, notamment au niveau donc de la gouttière du nerf radial et par conséquence la partie postérieure de l'humérus, secondaire à une fracture. Au niveau du coude, parce que le nerf radial il va passer dans la partie antéro-externe au niveau du coude, notamment de l'épicondyle latéral.
où il est recouvert par le long supinateur ou le brachyradialis, puis il va atteindre le col du radius où il va se diviser en deux branches, notamment la branche profonde motrice qui va donc perforer le court supinateur et il est à risque au niveau de cette région d'être fracturé aussi. Les caractéristiques, ce qu'on appelle Saturday Night Palsy, donc la paralysie du samedi soir, parce que c'est au niveau de cette zone où généralement parce que soit on a beaucoup bu donc de l'alcool, soit parce qu'on est des amoureux et par conséquent on laisse notre copine dormir sur notre coude et par conséquent ça va comprimer le nerf radial au niveau de la gouttière du nerf radial au niveau de la partie postérieure de l'humérus et ça va causer donc une paralysie du nerf radial le dimanche. Généralement, si on a ce problème, il faut se réveiller la nuit et c'est le corps qui va prendre ce réflexe. Mais puisqu'on a beaucoup bu, alors on va plus sentir et on ne pourra plus se réveiller malgré la stimulation donc de notre corps à l'éveil. Parce que nous sommes à risque. Comme on a beaucoup bu, l'alcool, c'est comme le fait d'être anesthésié. Par conséquent, on va rester endormi, on va plus pouvoir se réveiller. On va se réveiller le dimanche matin, donc avec une paralysie du nerf radial. Une autre zone, c'est au niveau donc de l'interosseux postérieur, notamment dans ce qu'on appelle le tunnel radial, parce que l'interosseux postérieur, la branche profonde motrice du nerf radial, elle va perforer le court supinateur et c'est une zone qui est généralement à risque. Le signe clinique principal du nerf radial, c'est ce qu'on appelle une main tombante ou une main en col de cygne. C'est l'incapacité d'étendre le poignet et le doigt au niveau donc parce que le nerf radial il est responsable de l'extension notamment des doigts et du poignet. Donc voilà, le nerf radial c'est principalement le nerf extenseur, notamment donc du bras, du coude, du poignet et des doigts. Et ça, c'est donc où on vous montre une fracture au niveau de l'humérus, au niveau partie latérale du coude, et c'est à risque secondaire à une fracture déplacée où l'os s'est déplacé et par conséquent elle peut léser le nerf. Donc on continue avec le nerf suivant qui est le nerf médian. C'est un nerf qui est mixte, il est sans étivomoteur, c'est le nerf de la pronation et de la flexion du coude. Donc, pronation, flexion. Le nerf médian, il est dérivé des deux faisceau latéral et le faisceau médial du plexus brachial. Par conséquent, il va prendre les racines C5, C6, C7 du faisceau latéral et les racines C8 et 1 du faisceau médial. En se dirigeant principalement au membre supérieur, parce que c'est un nerf qui va innerver principalement les muscles au membre supérieur, il va passer dans la face antérieure de l'artère axillaire. Donc voilà, partie antérieure, et puis il va dans la face latérale de l'artère axillaire, donc latéralement. Puis voilà le nerf, on continue le trajet. La même artère, avant elle est dénommée l'artère axillaire, elle va devenir l'artère brachiale au niveau du bras. Donc vous allez voir l'artère brachiale, mais c'est la même artère, donc l'artère axillaire, elle va devenir l'artère brachiale. En tout cas, regardez le nerf, comment il va faire donc
un crossing, il va faire donc un X et il va modifier ce trajet, il va croiser l'artère brachiale, il devient donc au niveau du coude, principalement dans la partie interne de l'artère brachiale. Le nerf médian n'a aucune branche au niveau du bras. Donc vous allez voir qu'il ne va pas innerver les muscles au niveau du bras. Mais il va quand même passer et il va se reposer sur deux muscles, principalement le coraco-brachial et le muscle brachial, donc antérieur. Donc en tout cas, le nerf donc médian, il va donc passer entre le biceps et le coraco-brachial. Il va reposer sur le coraco-brachial et le brachial antérieur, mais il est entre le biceps et le coraco-brachial. Et donc, il est donc devant le septum intermusculaire médial. Ce septum, il est entre le biceps et le coraco-brachial. Il va atteindre maintenant l'avant-bras et c'est la zone où il va innerver principalement la plupart de ses muscles. Donc, en entrant au niveau de l'avant-bras, il va donc passer entre les faisceaux du muscle rond pronateur. Donc voilà le muscle rond pronateur. Il va passer donc entre les deux faisceaux. Voilà ici le nerf médian. Regardez en tout cas pour le nerf médian, il est médian au niveau de l'avant-bras. Donc vous voyez comment il va passer médialement au niveau de l'avant-bras, d'où son nom, et en plus il va perforer le pronateur. En fait, il va passer entre les deux faisceaux, mais ça vous rappelle aussi le nerf radial parce qu'il perfore le supinateur lui aussi en atteignant l'avant-bras. Le muscle rond pronateur, il est formé, lui, de deux chefs, donc de deux parties. Une partie qui proviennent donc de l'os huméral. Donc voilà, et ça il est coupé, donc il fallait donc le voir c'est comme ça. Ça c'est le chef donc huméral et un autre qui est donc principalement le chef ulnaire car il va venir de l'ulna. Et regardez comment le médian, il passe entre les deux chefs. Donc ça c'est le nerf radial. Faites attention, je vous mets deux slides comparatifs pour vous dire quand même comme le nerf radial au niveau de l'avant-bras qui donne une branche profonde qui est l'interosseux postérieur moteur profond. Le nerf médian, lui, il va aussi donner une branche plus profonde motrice qui est le nerf interosseux antérieur. L'interosseux postérieur, c'est le nerf radial. L'interosseux antérieur, c'est le nerf médian. Le nerf interosseux, donc antérieur, qui est généralement la branche profonde du nerf médian au niveau de l'avant-bras, il va principalement donc innerver les muscles profonds qui sont au nombre de 3, le long fléchisseur du pouce, le pronateur carré et le fléchisseur profond des doigts, mais la partie qui sera uniquement sa zone donc au niveau de l'index et le majeur. Ici, regardez le nerf donc médian, il va atteindre l'avant-bras, il va donner une branche profonde qui est l'interosseux antérieur. L'interosseux antérieur, il est profond et il va innerver les muscles profonds de l'avant-bras. Donc, ils sont au nombre de 3. Donc, on a le long fléchisseur du pouce, le fléchisseur profond des doigts, uniquement dans sa zone donc index et majeur. De la partie latérale du fléchisseur profond des doigts, ce sera le nerf ulnaire qu'on va
détailler un peu plus tard. Et vous avez le carré pronateur. Le nerf médian, lui, il continue son trajet au niveau de l'avant-bras et il va innerver alors les muscles, mais qui sont maintenant superficiels parce que les muscles profonds de l'avant-bras, c'est principalement l'interosseux antérieur. Alors, ce qui reste, c'est les muscles superficiels et notamment les fléchisseurs parce que le nerf radial, c'est le nerf extenseur au niveau du coude et par conséquent, il va innerver principalement les muscles extenseurs alors que le nerf médian, lui, il va couvrir les muscles fléchisseurs et dans la région donc superficielle, on a 4 muscles, le fléchisseur radial du carpe, le rond pronateur, le fléchisseur superficiel des doigts et le long palmaire. Et on va maintenant les détailler. Donc, regardez, vous avez donc le fléchisseur radial du carpe, qu'on note aussi le grand palmaire. Et vous avez le long palmaire ou le petit palmaire. Et vous avez donc le rond pronateur. C'est le muscle où il va passer entre ces deux chefs qu'on a déjà noté. Et vous avez le fléchisseur superficiel des doigts. Donc, pour un peu résumer, voilà. Ça a l'air compliqué, mais c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà la couche qui est superficielle, le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire et le fléchisseur superficiel des doigts. Puis vous allez enlever cette couche superficielle des muscles et vous allez donc voir la couche profonde. Généralement, les fléchisseurs profonds des doigts et le long fléchisseur du pouce. Donc, et puis vous avez le carré pronateur et vous avez le rond pronateur. Voilà le nerf médian et nous avons dit qu'il va nous donner la branche profonde qui est l'interosseux antérieur, qui est une branche donc profonde qui va innerver les muscles profonds au niveau de l'avant-bras. Le nerf médian il continue son trajet à 5 cm donc du poignet. Il va nous donner une branche cutanée qui va innerver principalement la zone palmaire, donc la palme de la main. Et donc, c'est un nerf superficiel qui va innerver sensitivement la peau. Donc, regardez, voilà. Alors, il faut le différencier aussi de la branche principale du nerf médian qui continue, elle, son trajet. Et donc, on va le détailler un peu plus loin, mais regardez, ça c'est la branche cutanée superficielle. Et vous avez la branche interosseuse antérieure profonde. Donc, le nerf médian, il va continuer son trajet et il va passer sous un ligament au niveau du carpe qu'on va noter le ligament transverse du carpe, le rétinaculum des muscles fléchisseurs, qui est genre de, qui est très tendu et qui est inextensible, donc c'est pas une élastique qui peut s'étendre. Et en passant sous le rétinaculum des muscles fléchisseurs, il va passer entre les tendons de deux muscles, le fléchisseur radial du carpe et le fléchisseur superficiel des doigts. Donc regardez comment le nerf médian il va traverser sous le ligament transverse du carpe et il va alors en cheminement durant son trajet, il va cheminer entre les deux tendons du muscle. Donc, regardez, c'est principalement le fléchisseur radial du carpe. Regardez son tendon où il est. Et le fléchisseur superficiel des doigts, qui est donc ici. Et il a donc des tendons ici. Donc, notamment, ça, c'est le long palmaire. Donc, c'est pas le tendon. Donc, voilà, ça, c'est le tendon et ça, c'est l'autre tendon. Et sous le ligament transverse, au niveau, donc, du poignet, donc c'est pas au-dessus, c'est au-dessous et entre
le tendon donc du fléchisseur radial du carpe et le fléchisseur superficiel des doigts. Si on veut donc un peu palper, voyez donc dans cette position où vous n'avez pas donc fléchi tous les phalanges, donc vous avez fléchi donc moitié de des doigts. Vous pouvez palper le fléchisseur radial du carpe qui est proche donc du pouce. Ça c'est le long palmaire. Alors que si vous allez fléchir complètement les doigts, vous allez pouvoir palper le fléchisseur superficiel des doigts. Donc le nerf médian, il est superficiel au niveau du poignet. Il va passer sous le ligament palmaire du carpe, ligament transverse du carpe. Et donc on a dit que c'est une zone inextensible. C'est une loge ostéofibreuse, difficilement extensible, et c'est là une zone très à risque. Et suite à des flexions répétitives au niveau du poignet, elle peut causer un épaississement au niveau de cette zone fibreuse, et elle va s'inflammer et donc causer un œdème qui va venir comprimer le nerf médian durant son passage sous cette zone. Et ça, c'est une région à risque qui va causer une atteinte du nerf médian. Donc, nous avons dit principalement que le nerf médian, il va donner une branche donc superficielle qui est cutanée et qui va innerver la peau au niveau de la palme de la main, et c'est notamment au niveau donc des 3 premiers doigts, la moitié du 4e, et c'est la zone principalement sensitive qui sera couverte par le nerf médian. Donc le territoire sensitif, c'est uniquement et caractéristique, c'est surtout la région éminence ténare, la palme de la main. Une deuxième branche terminale, donc le nerf médian, il va donner 2 branches terminales. Si on revoit un peu ici, regardez le nerf médian, il arrive au niveau de l'avant-bras, il va passer entre les 2 chefs principalement donc du rond pronateur, et il va donner une branche profonde, l'interosseux antérieur profond. Puis il va continuer son trajet, il va atteindre la zone donc à 5 cm du poignet, il va donner une branche superficielle. C'est la première branche terminale du nerf médian qui est sensitif, et il va aussi nous donner une branche terminale motrice qu'on va appeler le nerf récurrent moteur du médian, et ce nerf, il va principalement couvrir les muscles de la région éminence ténare de la main. Et ce nerf récurrent moteur, il va couvrir les muscles de l'éminence ténare de la main, c'est principalement les muscles suivants. Donc vous avez le opposant du pouce, vous avez le court abducteur, le court fléchisseur du pouce, et vous avez les muscles lombricaux, notamment le premier et le deuxième, parce que les 2 derniers, c'est principalement le nerf ulnaire qu'on va détailler un peu plus tard. Donc le nerf médian, il va nous donner une branche profonde au niveau de l'avant-bras, qui est l'interosseux antérieur, qui va couvrir les muscles profonds de l'avant-bras. Il va nous donner 2 branches terminaux, une sensitive qui va couvrir principalement la peau au niveau des 3 premiers doigts et la moitié du 4e, et une branche terminale motrice qui est le nerf récurrent moteur du médian et qui va innerver principalement les muscles ténars de la main.
Donc, ça, c'est le résumé un peu de ce qu'on a déjà détaillé. Vous pouvez revoir tout ça. Et voilà le trajet du nerf donc médian et comment il va donc passer entre les fiefs du rond pronateur et comment il va donner une branche profonde, puis il va nous donner la branche superficielle. Et puis comment il va nous donner la branche motrice. Voilà la zone sensitive au niveau de l'éminence ténare de la main. Deux zones caractéristiques de l'atteinte du nerf médian. La première, c'est donc durant son passage entre les chefs du muscle rond pronateur et il est à risque d'être donc comprimé. Et la deuxième zone, et elle est la plus fréquente, c'est au niveau donc du ligament transverse de la main. Et cette zone, une fois inflammée, comme j'ai déjà parlé, va causer ce qu'on appelle le syndrome du canal, donc le syndrome du canal carpien. La caractéristique du nerf médian, c'est principalement une atteinte de la préhension et c'est une atteinte caractéristique de la perte de ce qu'on appelle pince pouce index. Donc regardez, ça ce qui est normal, avoir donc une pince pouce index et c'est ce qui est anormal, secondaire à une atteinte du nerf médian. Nous continuons notre cours avec le nerf donc ulnaire qui est le dernier nerf pour donc aujourd'hui avec le plexus brachial. Donc c'est un nerf mixte sensitivo-moteur, on l'appelle aussi le nerf cubital. C'est le nerf fléchisseur de la main et nerf des muscles de la région donc hypoténare. Nous avons déjà dit qu'au niveau de la main, nous avons l'éminence ténare qui sera recouverte principalement par le nerf médian, comme on a déjà dit. Il y a l'éminence hypoténare qui sera principalement couverte par le nerf ulnaire et la région intermédiaire qui sera donc intermédiaire ou commune entre les deux nerfs. Le nerf ulnaire, il provient principalement du faisceau médian, donc du faisceau médian du plexus donc brachial. Donc le faisceau médian et il sera principalement donc il pourra provenir des racines donc C7, C8 et T1. Le nerf ulnaire branche donc du plexus brachial, branche terminale, donc il va donc passer comme les autres nerfs donc en arrière des muscles le petit et le grand pectoral. Donc après avoir donc après son sortie du plexus brachial, le nerf ulnaire va descendre médialement par rapport à l'artère donc axillaire. Donc ça c'est l'artère donc axillaire et regardez le nerf donc principalement le nerf donc ulnaire, vous le voyez donc il descend donc la face médiane par rapport à l'artère donc axillaire. Donc, puis il va donc vers la loge antérieure au niveau donc du bras et il va donc perforer le septum intermusculaire médian et passer dans la loge postérieure. Le septum intermusculaire médian, donc il va séparer les régions antérieures du bras des régions postérieures. Donc il va donc en gros séparer le coracobrachial et le brachial, le muscle coracobrachial et brachial antérieur du triceps. Et donc le nerf ulnaire, il va dans la région antérieure, puis il va perforer donc le septum intermusculaire médian pour passer dans la région donc postérieure. Et il va donc se diriger vers le coude. Donc voilà le nerf ulnaire, lorsqu'il va donc passer partie antérieure, perfore le septum pour passer dans la région postérieure.
Et ça, c'est bien sûr schématiquement comment il passe au niveau du septum intermusculaire médian. Donc, il va se diriger vers la partie postérieure, donc vers le coude. Pour donc, la région du bras, principalement, le nerf ulnaire ne donne aucune branche. Il va commencer à donc innerver les muscles, principalement au niveau de la main, bien sûr, dans la région, comme on a déjà dit, éminence hypothénaire, mais il va quand même donc innerver deux muscles au niveau de l'avant-bras. Lorsqu'il va atteindre le coude, il va donc, il va médialement jusqu'à donc il va descendre, perforer le septum intermusculaire, passer dans la région postérieure jusqu'à atteindre donc le coude. C'est au niveau de l'épicondyle médiane qui est donc une partie de l'humérus, donc partie interne. Et donc, il va passer dans un sillon qu'on appelle le sillon ulnaire, qui est la gouttière qui va se former entre l'épitroclé et l'olécrane. Qu'est-ce que je veux dire par ceci? J'explique. Donc, ça, c'est l'humérus, et ça, c'est le radius, et ça, c'est l'ulna. Donc, ça, c'est le bras, et ça, c'est l'avant-bras. Il va descendre au niveau du bras jusqu'à atteindre l'épicondyle médiane, ou ce que j'appelle l'épitroclé. Mais il est dans la partie postérieure, lui. Donc, je vais tourner. Ça, c'est la partie postérieure. Ça, c'est l'épicondyle médiane. Donc, lui, il passe comme ça. Mais quand même, il va passer dans une gouttière qui est formée par l'olécrane, qui est la partie postérieure de l'ulna. Donc, avec l'épicondyle médiane ou l'épitroclé. Médiane, et par conséquent, il va passer comme ça. Donc voilà, vous voyez ça, ce que j'appelle donc la gouttière épitrocléo-olécrane. Donc regardez, ça c'est ce que j'appelle donc le sillon du nerf ulnaire ou le tunnel ulnaire, et vous pouvez palper ce nerf à ce niveau parce qu'il est très superficiel. Donc si vous allez étendre votre membre supérieur devant vous, vous allez donc au niveau du coude, dans la région interne bien sûr, et vous pouvez donc voir qu'il y a comme une petite invagination dans la partie postéro-interne de votre membre supérieur, où vous pouvez donc toucher le nerf et le sentir. Le nerf dans cette zone, il n'est pas complètement isolé, il sera donc protégé par une arcade fibreuse tendue. Donc regardez. Cette arcade fibreuse, c'est principalement le tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe qui est formé de deux chefs, un chef qui provient de l'humérus et un chef qui vient de l'ulna. Le nerf ulnaire va passer entre les deux chefs et il sera protégé par le tendon du chef huméral, donc du fléchisseur ulnaire du carpe. Bien sûr, je vous rappelle aussi en parallèle que lorsque c'est comme le nerf médian lorsqu'il passe au niveau de l'avant-bras, parce que le nerf médian il passe entre les faisceaux du muscle rond pronateur, comme on a déjà dit, alors que le nerf ulnaire il va passer entre les chefs du fléchisseur ulnaire du carpe. C'est une zone à risque pour le nerf ulnaire et c'est fréquent d'avoir un syndrome qui est le syndrome du tunnel cubital ou ulnaire parce qu'il peut être comprimé à ce niveau suite à la flexion-extension exagérée au niveau donc de cette région, et regardez comment il sera inflammé. Donc et je peux quand même le palper, donc le percuter à ce niveau comme je vous ai déjà dit, et ça va causer des chocs électriques et un fourmillement et un picotement au niveau donc de la partie antéro-interne de l'avant-bras et au niveau de la région de l'éminence hypothénaire de la main. Ça c'est le nerf ulnaire donc réalité.
Donc, nous avons dit qu'il va atteindre donc le sillon du nerf cubital ou donc la gouttière épitrocléo-olecrane. Et puis il va passer entre les deux chefs du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Et là, il va donc dans la zone donc antéro-interne. Au niveau de l'avant-bras, il va passer entre deux muscles, le fléchisseur ulnaire du carpe, bien sûr, dans la partie superficielle, et la partie profonde, c'est le muscle fléchisseur profond des doigts. Donc, il va passer entre ces deux muscles au niveau de l'avant-bras, jusqu'à notamment atteindre le poignet. Bien sûr, il va innerver ces deux muscles au niveau de l'avant-bras. Et il va innerver que ces deux muscles au niveau de l'avant-bras. À noter que le fléchisseur profond des doigts, il sera donc innervé moitié par le nerf médian, moitié par le nerf ulnaire. Parce que regardez, voilà, ça c'est le fléchisseur superficiel des doigts. Si vous l'enlevez, vous allez trouver le fléchisseur profond. Le fléchisseur profond, il va atteindre le deuxième, troisième, quatrième et cinquième doigt. Les deux premiers seront couverts par le nerf médian et les deux derniers seront couverts par le nerf ulnaire. Donc, une innervation du fléchisseur profond des doigts, elle sera moitié pour le médian et moitié pour le nerf ulnaire. Donc ça c'est un peu le résumé de ce qu'on a déjà dit. Il va passer donc après sa sortie du plexus brachial, il va passer par le septum intermusculaire médian, atteindre le coude. Au niveau du coude, passer dans le tunnel ulnaire. Entre donc les chefs du muscle fléchisseur ulnaire du carpe, et il va passer entre les deux muscles en la région antéro-interne de l'avant-bras, entre les deux muscles fléchisseurs ulnaire du carpe et fléchisseur profond des doigts, et il va continuer jusqu'à atteindre le poignet. Au niveau du poignet, il va passer donc sous le rétinaculum des fléchisseurs. Donc voilà, comme le nerf médian, donc sous le ligament qui passe aussi sous le ligament transverse du carpe ou le rétinaculum des muscles fléchisseurs. Mais bien sûr, le médian il est central, le nerf ulnaire il est donc antéro-interne, et lorsqu'il va passer donc il est superficiel, il va passer très superficiel au niveau donc du rétinaculum des fléchisseurs, et il sera accompagné par l'artère ulnaire. Donc regardez comment il passe. Donc ça c'est le nerf et ça c'est l'artère qui est plus interne par rapport au nerf qui est le plus périphérique. Et dans ce passage, il va former un canal que j'avais appelé le canal de Guyon. Et ça c'est un peu en interne de l'os pisiforme. Et c'est une autre zone donc c'est une autre zone à risque parce qu'on a le syndrome du canal de Guyon, parce qu'il est à risque d'être aussi inflammé au niveau de cette zone. Ici, je vous montre l'artère cubitale. Le slide n'est pas aussi clair que ce que je voulais, mais quand même, je vous montre, c'est clair pour l'artère cubitale. Donc, nous avons dit que l'artère et le nerf, ils vont s'accompagner ensemble dans le canal de Guyon. Et regardez l'artère donc cubitale, comment elle va donc former une arcade. Non, pouvoir identifier ou palper le nerf ulnaire à cette région, vous pouvez le faire. Vous allez donc rechercher l'os pisiforme parce qu'il est un peu en interne du pisiforme. Nous avons dit donc principalement il a l'éminence ténare et l'éminence hypoténare. L'éminence hypoténare, vous avez donc cette ligne caractéristique au niveau de la main. Tout le monde a cette ligne au niveau du poignet. Et vous allez descendre comme si vous allez toucher les doigts au niveau du cinquième doigt, donc le petit doigt, et vous allez palper ici le pisiforme. Et c'est possible de le palper. Vous allez passer un peu en interne, et alors c'est la zone de passage du nerf ulnaire.
Au niveau donc du poignet, après ce passage dans le canal de Guyon, il va se diviser alors en deux branches. Une branche qui est profonde et elle est motrice et une branche superficielle sensitive. Donc regardez ici, voilà le nerf ulnaire qui est tout juste accompagné où il va être superficiel par rapport au tendon du fléchisseur ulnaire du carpe. Donc, et voilà l'artère ulnaire qui va passer à côté de lui et il va donc sous le sous le rétinaculum des fléchisseurs et il sera donc accompagné par l'artère cubitale. Donc, vous voyez comment elle fait l'arcade. Et au niveau de cette zone, donc, il sera divisé en deux branches, une branche profonde motrice et une branche superficielle sensitive. Donc, pour la branche qui est profonde, donc motrice, elle va principalement innerver les muscles au niveau de la région donc de l'éminence hypoténare, notamment donc le courbe palmaire, l'abducteur du petit doigt, le courbe fléchisseur du petit doigt et l'opposant du petit doigt. Puis il va donc, et bien sûr en même temps, il va innerver les interosseux dorsaux et palmaires et il va innerver les muscles lombricaux. Pour les lombricaux, il y a 4 lombricaux. Ça c'est le pouce, donc ça c'est 1, 2, 3, 4 lombricaux. Les deux premiers seront couverts par le nerf médian et les deux derniers seront couverts par le nerf ulnaire. Et il me reste les deux muscles du pouce, l'adducteur du pouce qui est caractéristique donc pour le nerf ulnaire et le court fléchisseur du pouce. Le court fléchisseur du pouce, il a lui deux branches. Je ne l'ai pas montré ici, mais vous allez le voir même ici. Alors regardez, le court fléchisseur du pouce, il a deux chefs, un qui est profond et un qui est superficiel. Donc, vous voyez, le court fléchisseur du pouce, il a un chef superficiel et un chef profond. Le superficiel sera couvert par le nerf médian, alors que le profond sera couvert par le nerf ulnaire. Donc, en gros, voilà, pour la main, vous allez la diviser en une éminence qui est ténare et une éminence qui est hypoténare et la région intermédiaire. Principalement, la région ténare, elle sera donc couverte par le nerf médian, notamment pour les muscles abducteurs du pouce, opposants du pouce et le court fléchisseur, mais le chef superficiel. Alors que pour la partie du nerf ulnaire, c'est principalement la région l'éminence hypoténare et donc l'abducteur du petit doigt, le court fléchisseur du petit doigt et l'opposant du petit doigt, avec le court fléchisseur du pouce qui est le chef profond. Il y a l'opposant du, il y a l'adducteur du pouce qui n'apparaît pas ici. C'est le seul qui n'apparaît pas pour le nerf ulnaire. Et vous voyez qu'il va couvrir aussi les interosseux, donc dorsaux et palmaires, et il va couvrir les lombricaux qui seront donc le 3 et le 4e lombricaux pour le nerf, les 1 et 2 pour le nerf médian. Donc, en gros, le nerf ulnaire, il va principalement couvrir uniquement deux muscles au niveau de l'avant-bras, qui sont le fléchisseur ulnaire du carpe et le fléchisseur profond des doigts, notamment la moitié aussi. Et toute sa partie, elle sera couverte pour la main. Donc, le nerf ulnaire, c'est plutôt pour la main. Et donc voilà, ça c'est la branche donc superficielle. Nous avons dit que au niveau donc du canal de Guyon, il va donc se diviser en deux branches, une profonde motrice, donc une profonde motrice et une superficielle sensitive. La branche sensitive, elle va passer sous le courbe palmaire avant de donner donc les branches cutanées palmaires sensitives pour le nerf ulnaire. Région caractéristique sensitive pour le nerf ulnaire, c'est principalement la région donc de l'éminence hypoténare pour la peau. Et donc, c'est principalement
le 5e doigt, face palmaire et dorsale, et le 4e doigt, moitié du 4e doigt. Ce que j'ai montré ici, c'est que c'est pas aussi facile que ça, parce que la partie palmaire, c'est le 5e et le moitié du 4e doigt, mais la région dorsale, elle est plus compliqué, mais ce que je vous demande, c'est uniquement cette zone, donc, qui est représentée par la face palmaire et dorsale du 5e, du 5e doigt, du petit doigt, et la moitié du 4e doigt. Donc ça, c'est en gros le résumé qu'on a déjà fait. C'est pas le résumé, mais disons que j'ai tout mis dans un même diapo. Donc voilà, ce qui est caractéristique principalement pour le nerf ulnaire, c'est qu'il provient donc de C7, T1, donc du plexus brachial. Il va descendre dans, donc principalement, il ne va pas donner des branches au niveau du bras. C'est pour cela que le résumé, il va débuter principalement du coude, donc notamment de la gouttière épitrocléo-olécrâne et donc du sillon cubital, et il va passer entre les chefs du muscle fléchisseur ulnaire du carpe, passer dans la région antéro-interne de l'avant-bras, entre deux muscles qu'il va les innerver, le muscle fléchisseur ulnaire du carpe et le fléchisseur profond des doigts, bien sûr la moitié qui correspond au nerf ulnaire. Puis il va atteindre le canal de Guyon qui est la zone superficielle, donc partie interne du pisiforme, et passer sous le sous le ligament transverse du carpe ou le rétinaculum des fléchisseurs, et il sera accompagné par l'artère cubitale, et c'est une zone qui est la deuxième zone à risque d'être inflammée. Il sera divisé en deux branches, une branche qui est motrice profonde et qui va couvrir principalement les muscles de l'éminence, donc hypoténaire et la zone intermédiaire de la main, et la branche superficielle qui va principalement couvrir le 5e et la moitié du 4e doigt. Et ça, vous voyez, donc c'est principalement pour le territoire moteur du nerf ulnaire. C'est deux muscles uniquement de l'avant-bras, et les autres muscles principalement pour la main. Merci bien.